Chers et chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, mesdames, messieurs, je suis extrêmement heureux d'ouvrir la conférence Marc Bloch de l'École des hautes études en sciences sociales et de le faire devant des descendants de cet immense historien dont les analyses, fortes et lucides, résonnent plus que jamais dans notre monde instable. Je me réjouis également de prendre la parole dans les magnifiques locaux du Musée de l'Homme et je remercie sa directrice, Aurélie Clémente Ruiz, pour son accueil. Dans le cadre de cette 42e édition, je souhaite la bienvenue à Svante Pääbo. Après des études à l'université d'Uppsala en Suède, à la fin des années 70, Svante Pääbo a démarré une brillante carrière universitaire qui l'a conduit à l'Institut Max Planck de Leipzig. En 2022, son œuvre scientifique a été couronnée du prix Nobel de médecine. À celles et ceux qui s'interrogent sur la présence d'un médecin dans notre institution de sciences sociales, je rappellerai les venues dans le passé pour cette même conférence d'un prix Nobel de physique, Ilya Prigogine, et d'un grand biologiste, Jean-Claude Amezen. À relire leurs conférences, et avec le recul du temps, je suis surpris de les voir aborder des questions toujours majeures pour les sciences sociales. En 1987, Prigogine nous invitait à une profonde modestie dans nos rapports disciplinaires au savoir et surtout à éviter toute hiérarchisation dans les questionnements et les disciplines. Après tout, nous disait-il, l'histoire et la physique, par exemple, ont beaucoup en commun, à commencer par des raisonnements contrefactuels ou prédictifs similaires. En 2006, Jean-Claude Amezen construisit, lors de sa conférence Marc Bloch, son propos autour des métamorphoses biologiques et sociales et des difficultés à stabiliser les catégories analytiques des mondes du vivant. Pour ne pas oublier nos métamorphoses, nous suggérait Amezen, ne les prenons jamais pour argent comptant et soumettons-les sans cesse aux exigences cumulatives et rigoureuses de la science. Tous deux nous invitaient à réfléchir aux frontières disciplinaires, en respectant les épistémologies propres aux sciences sociales et aux sciences expérimentales. L'interdisciplinarité trouve alors sa pleine mesure en nous permettant de sortir d'une hyperspécialisation stérile, de ce chaos disciplinaire dont parle le sociologue Andrew Abbott, en insistant sur les distinctions fractales provoquées par une trop lourde disciplinarisation. L'interdisciplinarité nous appauvrit également si elle n'est qu'une injonction bureaucratique à singer les épistémologies d'autres disciplines. En revanche, elle nous enrichit si elle ouvre des perspectives, approfondit nos méthodes et étoffe nos interprétations. Aujourd'hui, ce soir, Svante Pääbo est présent à nos côtés pour évoquer le cœur de ses travaux sur l'ADN et la discipline qu'il a contribué à forger, la paléogénétique. Alors que Prigogine et Amezen ont beaucoup débattu de fragmentation, de dislocation, Pääbo travaille sur ce qui nous unit à travers les siècles, la longue durée, chère à l'école, des hommes et des femmes du Néandertal et de leur patrimoine génétique. À travers ces recherches, Pääbo offre de nouvelles manières de repenser les dynamiques migratoires, les circulations et les causalités des épidémies, les frontières de l'humanité ou encore les stratifications sociales du passé. Pour ne prendre qu'un exemple, je me permets de citer les recherches en cours sur les migrations postérieures à la chute de l'Empire romain, croisant des enquêtes historiques et archéologiques à partir des possibilités d'identification offertes par la méthode qu'il a mise en œuvre. Au-delà de l'histoire, l'anthropologie, la géographie ou encore l'archéologie ont beaucoup à dire, à dialoguer, à débattre avec cette relecture des origines de l'humanité.
Au-delà de sa richesse interdisciplinaire, la recherche de Svante Pääbo m'inspire une double réflexion, à la fois institutionnelle et scientifique. Tout d'abord, je tiens à souligner l'importance du soutien d'une institution, en l'occurrence le Max Planck Institute de Leipzig, qui n'a pas lésiné sur les extraordinaires moyens nécessaires à la mise en œuvre d'un projet aussi ambitieux. Je tiens également à souligner la richesse de son obsession de chercheur, une caractéristique toujours présente dans les grandes œuvres de recherche. Dans ce beau livre que je vous invite à lire, Néandertal à la recherche des génomes perdus, il ne cache pas les origines anciennes et personnelles, dès son plus jeune âge, de cette quête étonnante de l'ADN de l'homme et de la femme de Néandertal. Grâce à ce fort soutien institutionnel et à ses propres obsessions scientifiques, Pääbo a trouvé, après de nombreux échecs, dans une grotte de Sibérie, connue sous le nom de Denisova, un petit fragment d'os permettant d'identifier le génome d'une nouvelle espèce. C'est dans cette grotte qu'il nous emmène ce soir pour nous permettre d'ajouter un versant biologique à notre compréhension des sociétés humaines. Dans une enquête publiée de manière posthume, le sociologue Erving Goffman avouait à la fin de sa carrière qu'après avoir beaucoup travaillé sur l'environnement social, largement construit par la société, nous disait-il, il était temps que les chercheuses et les chercheurs prennent mieux en compte les questions biologiques. Le débat est donc ouvert ce soir au Musée de l'Homme, il est ouvert à l'EHESS, et je laisse maintenant, avec beaucoup de plaisir, la parole à Svante Pääbo, que je remercie très chaleureusement. Bien, merci beaucoup pour cette aimable présentation et pour le grand honneur de faire cette présentation dans le cadre des conférences Marc Bloch. Je voulais commencer par vous rappeler ce que vous savez tous, je crois, à savoir que notre génome, tout notre matériel génétique est stocké dans chaque cellule de notre corps sur les chromosomes sous la forme de cette molécule d'ADN. Comme vous le savez également, cette molécule store l'information dans des séquences de 4 lettres, des nucléotides, et c'est stocké dans 2 brins, ce qui est important parce que lorsqu'une cellule se divise, ces 2 brins seront séparés et 2 nouveaux brins seront formés sur la base de ce premier brin. Alors c'est très intéressant, mais parfois il y a des erreurs et une mauvaise base est construite. Et si cela n'est pas réparé avant la séparation, eh bien cela donne une mutation. Donc, lorsque les spermatozoïdes et les ovules sont formés, et ces mutations sont transmises. Et si l'on compare le génome de 2 personnes dans cette pièce, on trouvera une différence dans à peu près 1 million de paires. Si l'on ajoute le chimpanzé, on verra plus de différences. Il y en aura une toutes les 100 bases. Et on peut utiliser ces différences pour reconstruire l'ADN que l'on examine. Et j'ai essayé de représenter cette histoire sous la forme d'un arbre. Ici, les 2 humains ont un ancêtre commun ici et il y a 10 fois plus longtemps, ils partagent un ancêtre avec le chimpanzé.
Vous savez également que le génome a environ 3 milliards de lettres de ce genre. Il y a donc 3 millions de différences dans le génome. Il y a donc beaucoup de travail à faire pour reconstruire le génome de notre espèce. Lorsque l'on fait cela au niveau mondial, l'une des découvertes qui est apparue très tôt, c'était que la plupart des variations existantes dans les humains proviennent d'Afrique, et si l'on examine les gens en dehors de l'Afrique, il y a moins de variations. La raison est qu'une partie des variations africaines n'existe que là. L'interprétation que l'on peut en faire, c'est que les ancêtres de l'homme moderne se sont développés en Afrique, ont accumulé des différences génétiques et une partie de ces variations ont été réparties de par la planète lorsqu'ils sont sortis d'Afrique. Avec certains trucs génétiques, on peut estimer quand est-ce que cela est arrivé, et c'est assez récent en termes évolutionnaires, moins d'il y a 100 000 ans, lorsque les humains sont sortis d'Afrique. Mais la question intéressante, c'est il y a 100 000 ans, les humains sortis d'Afrique n'étaient pas seuls. En Eurasie de l'Ouest, il y a eu les Néandertaliens, et à l'Est, d'autres formes maintenant éteintes. Les Néandertaliens, à gauche ici, ces humains assez robustes, qui sont apparus il y a environ 400 000 ans, 4 ou 500 000 ans, vivaient en Eurasie de l'Est et ils ont disparu il y a 40 000 ans. Et ceci est lié à l'homme moderne que l'on voit aussi sur cette diapositive. Alors, vous allez vous demander pourquoi est-ce qu'on devrait s'intéresser aux Néandertaliens? Eh bien, pour moi, il y a au moins 2 raisons à cela. L'une d'elles est que c'est notre plus proche parent, le plus proche parent de tous les humains présents sur la planète aujourd'hui. Donc, du point de vue génétique ou biologique, nous devons nous comparer à eux pour voir comment nous sommes semblables à eux ou comment nous différons. Et également, ils ont occupé la planète jusqu'à assez récemment, environ 40 000 ans. Alors, on peut se demander ce qui s'est passé lorsque ces 2 types d'hominidés se sont rencontrés. Et du point de vue génétique, il va falloir extraire de l'ADN des os qui ont au moins 40 000 ans. Et ce travail nous ramène aux années 80, où l'on a commencé à essayer d'extraire de l'ADN des momies égyptiennes qui ont 3 ou 4 000 ans. Et si l'on analyse au microscope la peau de cette momie, on peut voir la surface de cette peau. Et ici, sur cette surface, on voit des choses qui ressemblent à des noyaux d'ADN. Et on peut le colorer et voir effectivement qu'il y a de l'ADN qui a été conservé. Alors j'étais jeune, très enthousiaste, et j'ai extrait l'ADN, j'ai séquencé cet ADN, j'ai publié tout cela avec brio. Et puis, dans les années qui ont suivi, il est apparu clairement que les séquences que j'avais déterminées ne provenaient pas de la momie. Elles venaient de moi ou bien du conservateur du musée ou d'ailleurs. Et la raison en est que il y a beaucoup de problèmes techniques avec ce type de travail. Ce qui survit dans tous les tissus, ce sont de petites fractions d'ADN qui manquent. Et cet ADN est également dégradé en tout petits fragments comparé à ce que l'on peut trouver sur les humains modernes. Il y a aussi des modifications chimiques
Et dans ces spécimens, la majeure partie de l'ADN extrait de ces spécimens ne provient pas de l'organisme d'origine. Et cela peut provenir d'une petite particule de poussière présente dans la pièce, et ce qui n'a aucune incidence sur de l'ADN moderne, mais qui va complètement noyer l'ADN d'origine sur les échantillons anciens. Nous avons donc travaillé pendant nombre d'années à développer des méthodes pour surmonter tous ces problèmes, et cela veut dire travailler dans des salles blanches et nombre d'autres choses. On l'a fait essentiellement en travaillant sur les animaux maintenant éteints, ce qui est beaucoup plus facile, pour distinguer leur ADN de celui des humains, etc. Et une fois que la technologie a été améliorée, nombre de personnes ont commencé à extraire de l'ADN de nombreuses sources de vestiges divers. Mais nous nous sommes concentrés sur les Néandertaliens. À l'époque, au début des années 90, il y avait deux idées concernant la façon dont les Néandertaliens étaient liés aux humains modernes. Alors, l'une des théories disait que les Néandertaliens avaient été totalement remplacés par les humains sortis d'Afrique. L'autre idée était que les humains étaient sortis de l'Afrique, étaient venus en Eurasie, s'étaient hybridés avec les Néandertaliens, et donc il y avait des relations spéciales entre les hommes modernes et les Néandertaliens. Et évidemment, il y avait toutes les nuances possibles entre ce remplacement total, ici, jusqu'à une continuité complète à droite, selon lequel Néandertal serait l'ancêtre de l'homme moderne. Donc, au début des années 90, nous avons eu la chance d'avoir accès à des spécimens de Néandertal. Le Néandertal d'origine, celui qui avait été découvert dans la grotte de Néandertal. Ça, c'était une chance parce que la paléontologie est une discipline difficile et à l'époque, tout autre spécimen aurait peut-être prêté à certains doutes, mais si celui-là n'est pas néandertal, alors les néandertaliens n'existent pas. À l'époque, la technologie nous permettait seulement d'analyser l'ADN qui existait dans de nombreuses copies par cellule, à savoir l'ADN mitochondrial qui se trouvait en dehors du noyau. Nous avons donc extrait une petite partie de cet ADN, on l'a reconstruit et on a pu le comparer aux variations existantes dans l'homme moderne. Et tout ceci nous a ramené à un ancêtre commun il y a 200 000 ans environ. Et l'ADN mitochondrial était en fait très différent. Après cela, nous avons analysé d'autres vestiges et selon ce scénario, selon l'ADN mitochondrial, il y avait eu un remplacement total. Mais ce qui apparaissait clairement, c'est que l'historique génétique complet se trouvait dans le noyau. Et nous avons pu commencer à l'étudier au début de ce millénaire grâce aux nouvelles technologies de séquencement, nous permettant d'analyser de nombreuses séquences d'ADN. Donc on a travaillé sur les méthodes d'extraction de l'ADN provenant d'os, comment manipuler les fragments pour qu'ils se forment et suffisamment pour qu'on les mette dans la machine de séquençage. Nous avons aussi travaillé sur des os bien conservés
et qui contenait donc beaucoup d'ADN. Nous nous sommes concentrés sur une grotte en Croatie où on a trouvé 3 os que l'on a séquencés et on les a comparés au génome humain moderne, en prenant en compte ces différences qui sont induites par des modifications chimiques que nous avions trouvées et qui étaient communes à l'ADN archaïque. En 2010, nous avions déjà décodé près de la moitié du génome néandertalien. Alors on a commencé à se poser des questions et l'une d'elles était, eh bien, que s'est-il passé lorsque l'homme moderne a rencontré Néandertal? Bien sûr, si l'on s'était hybridé, eh bien, on s'attendrait à ce que les Européens partagent plus de variants avec Néandertal que les Africains où Néandertal n'avait jamais été. Alors, pour répondre à cette question, de façon très simple, nous avons coopéré avec d'autres généticiens. Nous avions le génome néandertalien ici, et puis nous l'avons comparé à l'ADN d'hommes modernes de divers endroits. Ici, nous avons illustré cela en comparant 2 personnes en Afrique. On peut comparer ces 2 génomes et trouver les différences entre elles. Puis, nous prenons le génome néandertalien et on se demande avec quelle fréquence est-il semblable à cet Africain ou bien à celui-ci. Et en fait, il devrait y avoir 50-50 normalement, puisqu'il n'y avait jamais eu de néandertalien en Afrique. Et c'était le cas, en effet. Nous avons donc comparé des personnes européennes, tout d'abord un Français, parce que nous considérons que c'est l'Européen typique, et on l'a comparé à un Africain, et nous avons trouvé plus de corrélations avec l'Européen qu'avec l'Africain. Ce qui était encore plus surprenant, c'est que lorsque l'on a pris quelqu'un en Chine et on l'a comparé à l'Africain, il y avait plus de corrélations, alors qu'il n'y avait jamais eu de néandertalien en Chine. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a encore plus de ressemblances. Donc, où que l'on regarde en dehors de l'Afrique subsaharienne, il y a des similarités. L'idée qui vient de cela est que lorsque l'homme moderne a quitté l'Afrique, il a rencontré Néandertal assez tôt, probablement au Moyen-Orient, et si ces premiers hommes modernes s'étaient hybridés avec Néandertal, eh bien, ils avaient disséminé cet ADN partout dans le monde. Et 1 à 2% de notre ADN vient de Néandertal. Alors, ce qui s'est passé depuis, c'est que nous avons développé des techniques encore plus efficaces. Nous avons maintenant décodé la moitié du génome et nous pouvons maintenant cartographier ces petits fragments. Et on a recommencé 30 fois pour obtenir un génome d'une excellente qualité, aussi bonne qualité que ce que l'on peut obtenir d'une personne, d'un contemporain. Comme nous l'avons entendu, on peut comparer ce génome avec le génome des contemporains et on peut voir en détail cette contribution de Néandertal. Par exemple, ici, sur le chromosome 9, on a comparé différents individus et on a indiqué en rouge les fragments qui sont très semblables à ceux du génome néandertalien. Et on voit que différentes personnes portent différentes parties de ce chromosome, mais on peut passer d'une personne à l'autre et voir combien du génome néandertalien
existe sur les humains contemporains et cela représente environ 40% au total, de façon fragmentée bien entendu et répartie dans la population. Comme on l'a entendu dans la grotte de Denisova, les archéologues ont découvert un tout petit fragment du bout d'une phalange d'une petite fille, ce qui nous a permis d'analyser un génome de bonne qualité et on était très surpris de constater qu'il ne s'agissait pas de Néandertal ni d'un humain moderne, mais d'autre chose qui nous ramenait à un ancêtre commun il y a 400 000 ans environ. Donc nous avons découvert cet autre groupe d'humains maintenant éteints en nous basant sur cette séquence génétique. Nous les avons appelés les Denisoviens, en nous basant sur le nom de la grotte où ils ont été découverts. Et nous avons cherché à voir si ils étaient présents aujourd'hui. Et c'est le cas. En Asie, il y a une petite contribution, moins de 0,2%. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en Océanie, en Australie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 5 à 6% de leur génome provient des Denisoviens et aucun en Europe. Et il semble y avoir eu différentes populations denisoviennes qui ont contribué à notre génome actuel. Ça, c'est une analyse faite à Princeton où on a comparé le génome des habitants de Papouasie-Nouvelle-Guinée d'aujourd'hui et on a essayé d'identifier les ressemblances avec le génome néandertalien. Et ici, on voit que leur génome est assez semblable. Il y a aussi des ressemblances avec le génome denisovien ici. Mais c'est assez éloigné de notre génome, plus éloigné que le génome néandertalien. Nous sommes allés au Japon, on a fait la même analyse et on retrouve ces similitudes. On voit la contribution denisovienne ici, semblable à celle de la Papouasie, mais on a découvert des contributions complémentaires. Il y a ici 2 contributions denisoviennes qui proviennent de 2 populations denisoviennes différentes l'une de l'autre. Il y a donc eu au moins 2 populations denisoviennes qui ont contribué au génome des Asiatiques. Et j'aimerais parler de l'un des développements dans le domaine qui illustre cela. Et jusqu'à présent, nous n'avons trouvé des os ou des dents de Denisoviens que dans la grotte de Denisova. Mais on s'est dit qu'il devait y en avoir ailleurs. Et nous sommes allés au Tibet et on a trouvé une mandibule assez ancienne qui est peut-être denisovienne, mais on n'a pas pu en extraire d'ADN. Mais avec les archéologues chinois, nous avons analysé les sédiments de cette grotte et aujourd'hui, on peut extraire de l'ADN d'échantillons de sédiments, ce que nous avons fait, et la plupart de l'ADN provient des animaux, mais parfois on trouve de l'ADN humain également. Et ensuite, on stratifie, on extrait l'ADN, puis ici, vous voyez qu'on a extrait l'ADN et on a trouvé de l'ADN denisovien lié à certains des génomes. Ça, je pense que c'est quelque chose que l'on verra se développer à l'avenir. Nous allons pouvoir extraire l'ADN lors de fouilles archéologiques à partir du sédiment et voir qui a habité dans ces lieux. Alors, pour résumer cette première partie, ce que nous pensons savoir sur l'origine des Denisoviens et leur génome, eh bien, ils ont
un ancêtre commun qui s'est trouvé en Afrique, qui est sorti de l'Afrique et s'est répandu à l'ouest, les Néandertaliens, puis à l'est, les Denisoviens. Et évidemment, la frontière entre les deux a dû évoluer au cours du temps. On ne sait pas très bien. En Sibérie, parfois il y a eu dans la grotte même de Denisova, parfois il y a eu des Denisoviens, parfois des Néandertaliens. L'humain a commencé à sortir de l'Afrique il y a 60 ou 70 000 ans. Il a continué à s'étendre, il s'est hybridé avec les populations qu'il trouvait, les Néandertaliens entre autres, puis les Denisoviens, et ils se sont répandus un peu partout sur la planète. Ces autres formes d'humains se sont éteintes, mais ont perduré en fait dans ces humains, et ils perdurent à ce jour à hauteur de 6-7% chez les habitants de Papouasie-Nouvelle-Guinée et 1-2% chez nous. Alors, les Africains n'ont pas eu de contribution sur ces autres formes d'humains. Bien, nous ne savons pas, parce qu'on n'a pas de génome de cet âge en Afrique. Mais puisque l'humain moderne s'est étendu également en Afrique et s'est hybridé en dehors de l'Afrique, eh bien, c'est sans doute le cas également en Afrique. On trouvera certainement, si on cherche, une certaine hybridation et donc une partie du génome néandertalien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avons commencé à découvrir des preuves de cette hybridation. Nous sommes allés visiter une grotte en Roumanie où nous avons trouvé cette mandibule de 40 000 ans qui ressemble à celle d'un homme moderne. C'était l'un des tout premiers hommes modernes en Europe et nous étions très intéressés par cet individu qui s'était déjà hybridé avec les Néandertaliens. Donc, nous avons analysé les différents chromosomes et en bleu, nous avons indiqué les parties qui sont identiques ou très semblables à celles du Néandertal. Et on a trouvé de gros segments, ce qui indique que cet individu avait un lien familial proche, un ancêtre proche néandertalien. On voit que 6, 5 ou 4, il y avait 6, 5 ou 4 générations, cet individu a eu un ancêtre néandertalien. On pensait que c'était un cas unique, mais entre-temps, il y a eu ce site en Bulgarie où l'on avait trouvé des preuves de technologie des premiers humains et puis plus profondément dans les strates, on a trouvé des vestiges humains de 45 000 ans. Les premiers humains en Europe, 10 000 ans plus tard, il y a eu d'autres humains modernes. Et si l'on s'intéresse au génome de ces individus d'il y a 45 000 ans, eh bien, ils ont tous des liens parentaux avec Néandertal. Il y avait juste quelques générations. 10 000 ans plus tard, il n'y avait apparemment plus de relation avec Néandertal. Donc, ce qui émerge de ceci, c'est que lorsque l'on s'intéresse aux tout premiers humains qui sont sortis d'Afrique, ils se sont hybridés avec les Néandertaliens. Et s'ils étaient plus nombreux que les Néandertaliens, vous imaginez bien que la plupart des Néandertaliens, des Denisoviens, ont été absorbés par des populations beaucoup plus vastes. Et l'une des raisons pour lesquelles ces groupes ont disparu pourrait être le mélange et l'assimilation dans des groupes beaucoup plus importants. C'est une explication peut-être un peu trop simple ou simpliste.
Mais ça peut être une partie de l'explication de leur disparition. Et pour la dernière partie, j'aimerais me centrer sur le fait que nous avons maintenant des génomes de qualité pour les Denisoviens et les Néandertaliens, et on peut commencer à les comparer avec les dizaines de milliers de génomes d'hommes modernes et de chimpanzés dont nous disposons. On peut donc découvrir des modifications génétiques partagées entre l'homme moderne et Néandertal. On peut trouver des choses uniques à Néandertal, donc qui ont eu lieu avant notre séparation de Néandertal, puis des choses qui sont uniques à l'homme moderne. Alors je vais vous en donner quelques exemples. Tout d'abord, je vais commencer avec ce qui est unique à Néandertal. Le premier exemple, c'est un gène qui code une protéine dans la membrane cellulaire. Et ça, c'est Hugo Seberg qui travaille à Stockholm et à Leipzig avec nous. Et cette protéine, c'est un canal ionique. Chez les Néandertaliens, il a trouvé qu'il y avait 3 différences par rapport à l'homme moderne. Et c'est assez unique qu'il y ait 3 différences. Et c'est un canal ionique très intéressant parce qu'il se trouve sur les terminaisons nerveuses périphériques et il initie, si vous voulez, il lance le signal de la douleur. Nous avons donc synthétisé la version néandertalienne de ce canal et la version de l'homme moderne. Et pour certaines stimulations, on a vu que la version néandertalienne, en rouge, envoyait plus d'ions à travers la membrane que pour les humains modernes, ce qui indique qu'ils étaient plus sensibles à cette stimulation. On peut voir aussi qu'ils ouvraient le canal et ce canal restait ouvert pendant plus longtemps. Nous pensions que ceci était unique à Néandertal, mais dans notre domaine, ce qui est intéressant, c'est que maintenant on a des biobanques très très complètes. À l'époque, nous avions 360 000 individus pour lesquels nous avions des informations génomiques, médicales, et ils avaient répondu à des questionnaires très complets. Et lorsque l'on est allé regarder dans cette biobanque, on a vu que ce n'était pas unique aux Néandertaliens. Certains contemporains, environ 4% des Britanniques, ont cette version du canal ionique héritée des Néandertaliens. On peut donc utiliser ces humains modernes comme modèle test pour analyser le génome néandertalien. Alors, dans les questionnaires, les gens avaient répondu à des questions relatives à la douleur, tout type de douleur, où qu'elle soit localisée, et ils avaient résumé la quantité de douleur qu'ils avaient expérimenté dans leur vie. Et on a vu que les corrélations, la plus simple est liée à l'âge. Plus vous avancez en âge, plus vous souffrez de douleurs diverses, ce qui est logique, parce qu'on développe plus de pathologies. Mais les porteurs de ce variant avaient rapporté plus de douleurs au cours de leur vie. Et si l'on le rapporte à cette courbe qui augmente la douleur avec l'âge, eh bien c'est comme si ces personnes avaient 8 à 9 ans de plus que ce qu'ils ont en termes de douleur, bien sûr. Ceci ne veut pas dire que l'on peut dire que les Néandertaliens souffraient plus, avaient plus de douleur, mais vous savez tous que certaines stimulations peuvent être douloureuses dans certains cas et voire même mener à du plaisir dans d'autres cas. Et tout ceci est modulé par le cerveau et la moelle épinière. Mais c'est intéressant de voir que les personnes qui portent ce variant néandertalien
dans les deux, qui ont deux copies de ce chromosome. Néandertal avait ceci sur ces deux chromosomes. Alors peut-être pourrions-nous revoir notre vision de Néandertal comme une brute insensible. L'autre exemple que je voulais mentionner a à voir avec une hormone, la progestérone, que vous connaissez sans doute. C'est une hormone qui a de nombreuses fonctions dans l'organisme, et l'une de ses fonctions, c'est produit dans l'ovaire après l'ovulation pour préparer l'utérus à une possible grossesse. Et nous allons maintenant nous intéresser aux récepteurs de cette progestérone, la protéine à laquelle se lie cette hormone. Ce récepteur de progestérone était connu et existait, comme nous le savons, en dehors de l'Afrique. Il n'est pas présent en Afrique, ou presque pas, mais en dehors de l'Afrique, il est présent. Lorsque l'on voit un variant génétique avec cette distribution, en général, il provient toujours de Néandertal. Et il s'avère que cette version néandertalienne est associée avec un risque accru de naissance prématurée. Alors, on s'est dit que peut-être c'était un risque pour les néandertaliens, parce que la prématurité, bien sûr, met le bébé à fort risque. Mais un développement intéressant est que nous avons des dizaines de milliers de génomes d'humains modernes de tous les âges. Et nous avons maintenant 20 000 génomes et on a étudié la fréquence de ce variant au fil du temps. Et on a pu faire cela pour ce variant de progestérone, du récepteur de progestérone, et on a commencé il y a 15 000 ans. Ce qui est en noir, ce sont les porteurs de ce variant, en gris, les non-porteurs, et les rouges sont les génomes néandertaliens et dénisoviens. Et si l'on avance dans le temps, vous verrez qu'il y a 7000 ans environ, la fréquence de ceci a littéralement explosé, ce qui n'a aucun sens. Si vous avez un risque accru de prématurité menant au décès de votre bébé, pourquoi est-ce que cela a augmenté? Nous sommes retournés vers la biobanque britannique et nous avons analysé avec quoi ceci était associé chez les humains modernes. Donc, la variante non néandertalienne, et on a vu que c'était associé à des saignements précoces lors de la grossesse et également associé négativement avec les accouchements spontanés et le nombre d'enfants. Donc, en fait, la version néandertalienne protège contre les avortements spontanés. Donc oui, cette version néandertalienne est associée avec un risque de naissance prématurée, mais il protège contre les fausses couches plus tôt dans la grossesse et de ce fait résulte en plus de naissances vivantes. Donc ça peut être aussi un phénomène qui fait que le prix à payer, c'est d'avoir plus de risques de prématurité. Et nous avons commencé à comprendre pourquoi cela arrive, parce que si l'on regarde la quantité de récepteurs de progestérone, si vous avez le variant néandertalien, on produit plus de récepteurs. Donc, si vous avez plus de récepteurs, on peut supposer qu'il y a un effet accru de progestérone. Au cours des dernières années, il y a eu 2 études où l'on a donné la progestérone aux femmes qui avaient eu plusieurs fausses couches
et il y a eu une augmentation des naissances vivantes, ce qui est compatible avec l'idée que plus de progestérone va permettre d'éviter les fausses couches. Alors, il y a nombre de variants importants qui ont été identifiés, qui proviennent de Néandertal. Voici un autre exemple qui se trouve dans notre foie, et ceci provient clairement de Néandertal. Et cela a à voir avec la métabolisation de certains médicaments ou certaines drogues que nous prenons, par exemple l'ibuprofène. Dans la version néandertalienne, il y a un meilleur effet protecteur. La demi-vie dans le sang est doublée par rapport aux variants modernes, mais ce qui est plus grave, c'est si vous avez un problème cardiaque et vous prenez de la warfarine, eh bien, il faut prendre une dose moindre si vous avez le génome néandertalien, parce que sinon vous allez avoir de gros problèmes. Un autre exemple de l'influence néandertalienne a à voir avec la pandémie que nous espérons avoir dépassée. Comme vous le savez, si vous êtes infecté avec le Covid, nombre de personnes n'ont que très peu de symptômes, voire aucun, mais d'autres deviennent très gravement malades et certains en meurent. Et nous connaissons nombre de facteurs de risque, l'âge, être un homme, avoir le diabète, etc. Mais tous ces facteurs de risque ne suffisent pas à expliquer pourquoi certaines personnes deviennent tellement malades et meurent. Il doit y avoir d'autres facteurs dans les personnes elles-mêmes. Donc, nous avons fait partie d'un consortium en 2020 pour analyser les facteurs génétiques contribuants. Et le premier été, nous avons vu que sur le chromosome 3, il y avait un facteur de risque très important. Lorsque nous avons analysé ces variantes de risque, nous sommes presque tombés de notre chaise, parce qu'en fait, ce variant de risque est très proche du génome néandertalien, alors que tous les variants protectifs ne sont absolument pas liés au néandertalien. Donc, ce facteur de risque provenait clairement des néandertaliens et existe chez certaines personnes aujourd'hui. C'est un facteur de risque très important. Si vous êtes en Scandinavie et vous êtes hospitalisé avec le Covid et vous n'aviez pas ce variant, vous aviez un risque de décès d'environ 7%. Mais si vous étiez porteur de cette version néandertalienne, eh bien, vous aviez pratiquement le double de risque de décéder. Et donc, évidemment, on était très intéressé par cette région du chromosome 3. Et malheureusement, c'est une région très complexe. Et nous voulions comprendre pourquoi il y avait ce risque. Pour l'instant, il y a autant de théories que Mais si l'on s'intéresse à la distribution de par le monde de ce variant, eh bien, on ne le retrouve pas en Afrique et on le voit dans d'autres parties du monde. Et en se basant sur la fréquence, on peut estimer le nombre de morts supplémentaires que l'on a eu lors de la pandémie. Et cela représente plus d'1 million de morts surnuméraires. Et l'on peut voir également que la distribution en dehors de l'Afrique est très intéressante. Elle est absente en Chine et au Japon, en Asie de l'Est. Elle est très fréquente en Inde, Pakistan, Sri Lanka. 50% de la population porte
cela. Donc, il y a eu une sélection en Asie, on ne sait pas pourquoi, peut-être qu'il y a eu d'autres épidémies de coronavirus dans le passé, dans ces régions, mais ça a été de toute évidence sélectionné par la nature de façon positive. Alors, on ne sait pas quels étaient ces facteurs, mais on commence à apprendre que cette région a une influence. Alors, Hugo a constaté également que si l'on regarde cette région du chromosome 3 et on descend d'1 million de bases paires, on voit un gène dont vous avez peut-être entendu parler, le CCR5, qui est un co-récepteur pour le HIV. Le virus qui vous donne le HIV utilise ce gène pour entrer dans vos cellules. Nous savons que les personnes qui n'ont pas du tout ce CCR5 sont protégées contre l'infection. Et donc, si l'on compare avec les porteurs de ce gène pour le Covid, ils n'ont pas le CCR5. Donc, le risque d'infection dans le chromosome 3 est réduit de 26%. Alors, la situation est la suivante. Le segment néandertalien sur le chromosome 3 augmente votre risque de Covid grave, mais il réduit votre risque d'être infecté par le HIV. Ceci illustre le fait que tous les variants génétiques ont des effets différents selon l'environnement, selon le virus auquel vous êtes exposé. C'est une lame à double tranchant. Parce que si l'on change la fréquence, en fait, il s'agit d'une lame à multiples tranchants. Avant de quitter Néandertal et la pandémie, je voudrais juste dire qu'il y a maintenant des études plus vastes qui analysent le génome et nous avons trouvé par exemple que sur le chromosome 12, il y a un variant néandertalien qui dans ce cas est protecteur. Et c'est donc une bonne chose de l'avoir. Et vous savez aussi ce qu'il fait, il dégrade l'ARN. Mais malheureusement, la taille en est bien plus limitée. Sur le chromosome 3, il y a environ 100% de risque et seulement 23% de protection avec le chromosome 12. Je voulais aussi mentionner un autre domaine qui nous intéresse également au sein de notre groupe. Tous ces gènes ne sont pas seulement uniques à l'homme moderne et nous pensons qu'ils sous-tendent ce que veut dire être un humain moderne. Et les humains modernes, à mon sens, sont spéciaux. Il y a un certain nombre de choses qui nous sont propres si l'on se compare aux Néandertaliens et aux Denisoviens. Au fur et à mesure du temps, ils ont développé certaines technologies et on voit que c'est devenu régionalisé, c'est spécifique à telle ou telle région. Alors que la technologie néandertalienne était homogène partout où ils étaient présents. L'art figuratif, l'art qui représente réellement quelque chose, n'est apparu qu'avec l'humain moderne. Il y a des débats sur l'art néandertalien, mais moi je dirais que l'art néandertalien ressemble beaucoup à l'art moderne parce qu'on ne voit pas ce que ça représente, alors que la représentation provient de l'homme moderne. Et les hommes modernes sont devenus très nombreux, se sont répartis partout sur la planète. Donc, on peut commencer à lister tout ceci qui a eu lieu pour l'homme moderne et qui existe chez nous tous aujourd'hui. Et ce catalogue
n'est pas si grand. Ça représente environ 30 000 changements dans notre génome. Comme je l'ai dit, il y a environ 3 millions de différences dans nos génomes si on compare mon génome à quelqu'un dans cette salle. Si l'on se concentre sur les changements dans les acides aminés, on descend à environ 100 changements, 100 modifications. Et nous pensons que le moderne a des caractéristiques spécifiques qui nous rendent uniques et spéciaux dans notre cerveau. C'est l'un de nos biais. Alors, je voudrais juste vous dire ce sur quoi nous travaillons actuellement. Eh bien, maintenant, nous avons catalogué tous ces gènes qui ont exprimé ces changements dans les acides aminés. Et 3 de ces gènes ont à voir avec la façon dont les chromosomes sont scindés en deux lorsque la cellule se divise. Ça me paraît très intéressant de constater que ce phénomène a changé récemment dans l'histoire de l'humanité. Mais cela m'a rappelé d'un travail que nous avions fait précédemment où on avait utilisé des organoïdes cérébraux. On prend des cellules souches humaines et dans les cultures cellulaires, on fait des petites boules qui copient en fait le tout premier développement cérébral. Et ici, nous avons travaillé conjointement avec d'autres groupes. On compare les humains et les chimpanzés et on regarde comment les chromosomes évoluent. Si je passe cette petite vidéo, vous verrez comment les chromosomes s'alignent à droite ici. Et ils sont scindés ici, puis scindés ici. Et vous constaterez que c'est arrivé un petit peu plus tard dans les cellules humaines que dans les cellules du chimpanzé. Et ça, c'est quelque chose que nous avions déjà découvert. Le moment où les chromosomes s'alignent avant d'être scindés, et ce moment est plus court pour le chimpanzé que pour l'humain. Ce qui nous fait penser que cela a peut-être à voir avec les changements lorsque nous nous sommes différenciés du néandertalien. Pour le vérifier, on a humanisé en quelque sorte des souris. On a fait cette expérience et on a vu effectivement qu'il y avait des changements dans les 3 gènes où il y avait des phases plus longues et dans 2 autres gènes, on n'a pas pu le voir clairement. On s'est centré sur ces 2 gènes, on a refait l'expérience et là, on a vu effectivement un raccourcissement du gène. Donc, cette différence entre les humains et les chimpanzés sont arrivées après notre séparation de Néandertal. Et il semble que ça ait des effets parce que si l'on analyse les chromosomes qui ont été mal séparés, ils sont devenus semblables à ceux de Néandertal. Alors, la ségrégation cellulaire, eh bien, la question est, est-ce que ça a des conséquences chez un individu adulte? Parce que là, on regarde ce qui se passe dans le début du développement, les 2-3 premiers mois du développement. Mais est-ce que ça a des conséquences ultérieurement? Eh bien, nous pouvons brièvement mentionner un autre changement qui a lieu, l'arginine et la lysine. Et là, on voit moins de cellules souches qui mènent à moins de neurones. Alors, l'une des principales questions actuellement, c'est est-ce que
la formation des neurones dans l'homme moderne est différente de celle de Néandertal. Eh bien, on n'en sait rien. Mais l'une des choses à prendre en considération, c'est que ce développement précoce peut être compensé, peut se voir compensé ultérieurement. Et une autre considération, c'est que la plupart des caractéristiques humaines sont influencées par de nombreux facteurs. Ici, nous avons dû modifier 2 gènes pour voir l'effet de la séparation chromosomique. Donc, il y a peut-être d'autres changements que nous n'avons pas encore analysés. Et troisièmement, nous devons aussi prendre en compte que pour tout ceci, il y a des humains contemporains qui portent ces modifications héritées de Néandertal. Donc, si nous voulons trouver une définition du point de vue génétique de l'humain moderne par rapport à Néandertal, eh bien, je pense qu'il s'agit d'une combinaison de facteurs. Vous êtes un homme moderne si vous avez la plupart de ces changements listés dans le catalogue, mais aucun d'entre eux exclusivement n'est nécessaire pour être un humain moderne. Alors j'espère que je vous ai convaincu que d'avoir le génome de notre plus proche parent dans l'évolution est intéressant parce que l'on peut voir ce qui est unique à l'homme moderne, ce qui est unique à Néandertal, et puis étudier la contribution de Néandertal à l'homme moderne. Et on peut le faire en analysant les données des biobanques et aussi en menant des expériences sur les cellules souches et parfois en humanisant des souris. Et j'aimerais dire que ce travail est en cours à Leipzig en Allemagne et dans une certaine mesure à Okinawa au Japon également au sein d'une équipe plus restreinte. Avec cela, je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment, cher Svante, pour cette passionnante conférence avec beaucoup de perspectives très nombreuses sur la médecine, les liens entre humains et non humains, les épidémies, l'archéologie, l'usage de l'archéologie, de l'histoire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et dans cet esprit, j'ai décidé avec mon équipe de poursuivre la discussion en demandant à des chercheuses et des chercheurs en sciences sociales de l'EHESS de te répondre, to answer you, dans les prochains mois, pour voir la manière dont des chercheuses en sciences sociales, dont vous avez les noms, je crois, dans le programme, et vous avez la suite de le cycle de conférences Marc Bloch, qui vont répondre sur les points que tu as évoqués, la question médicale, les liens entre humains et non humains, le rôle de l'archéologie, j'espère oublier personne, les chimpanzés aussi, et la manière dont l'histoire a considéré à l'époque des Lumières les chimpanzés. Donc je vous invite toutes et tous à venir à ce cycle de conférences. On vous enverra bientôt le programme définitif, les lieux et les moments. Ça débutera en janvier. Et l'idée est vraiment d'ouvrir ce débat interdisciplinaire. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Mais je crois qu'il est essentiel qu'une institution de sciences sociales ouvre le débat et le fasse vivre, puisqu'on voit très bien que les questions qui ont été posées par Svante sont des questions absolument essentielles pour l'avenir de l'humanité et de la science. Merci à nouveau Svante d'avoir été parmi nous. Thank you so much for being with us. It was a real pleasure to have you here. Thank you.